dans le cadre toujours du facteur humain, de l'enjeu du facteur humain, plutôt des enjeux liés au facteur humain au cœur des organisations, nous avons choisi le thème le facteur humain au cœur de la performance des organisations. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir trois éminents intervenants. Donc Satu Järvinen qui va nous parler de Finlande. Il faut savoir que Satu Järvinen j'ai le plaisir et l'honneur de collaborer avec elle depuis déjà 2 ans et notre groupe. Donc elle nous a accompagnés sur le transfert du modèle pédagogique finlandais vers le Maroc et son transfert à nouveau vers l'Europe. Nous avons créé ensemble une filiale qui s'appelle EducaSkills, qui est la marque du groupe qui est dédiée à l'expertise finlandaise pour le monde entier, donc une filiale en Finlande. Nous avons également avec nous Rémi Sigris qui va nous parler de Suisse, un grand expert des ressources humaines. Quand les gens me demandent de présenter Rémi, je dis un grand humaniste, INSEAD 1975, il faut le dire quand même. Et puis ensuite, nous avons Myriam Mazini, qui est une experte vraiment du social branding, de la communication entreprise, qui a travaillé en multinationale évidemment auprès de grands dirigeants, de présidents, et qui connaît bien les enjeux des organisations, quelle que soit leur taille. Parce qu'on parle de grandes entreprises, mais on parle aussi de TPME dans nos propos. Ça va de soi que tout ce qui se dit dans cet événement porte un message fort à l'ensemble des types d'opérateurs économiques, quelle que soit leur taille. On n'est pas focalisé uniquement sur la grande entreprise transnationale ou multinationale. Bienvenue à vous trois, j'espère que vous êtes là. Donc la question qui est posée, on va la poser dans l'ordre des présentations que j'ai faites des intervenants. Est-ce que Satou, vous nous entendez? Oui, très bien. Bonjour Driss. Bonjour Satou, comment allez-vous? Très bien, merci. Parfait. Alors écoutez, la question très simple, c'est alors avec un regard nord cette fois, on a beaucoup parlé au sud pendant cette première partie de la rencontre, mais au nord concrètement, l'état des lieux sur la thématique qu'on pose aujourd'hui, c'est le facteur humain au cœur de la performance des organisations. Il semblerait que la Finlande et les pays voisins se soient bien comportés pendant depuis la période de la transition que nous vivons. Quel est le rôle de l'humain là-dedans et qu'est-ce qu'on peut dire en état des lieux en termes des tendances qui sont maintenant révélées? L'état des lieux du moment, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant qui s'est trouvé accéléré, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui s'est mis en place, qu'est-ce qui existait qui a disparu. Vous avez exactement 5 minutes montre en main pour faire cette petite introduction et comme ça on aura un temps d'échange aussi avec vos copanélistes et avec l'auditoire, je l'espère. Bienvenue parmi nous, Satou. Merci. Alors, brièvement, bonjour à tous qui sont venus ici pour nous joindre dans cette webinaire. Alors, je m'appelle Satu Järvinen et travaille avec Chris sur EducaSkills et mon background, c'est vraiment dans l'éducation et surtout dans la formation professionnelle. Et je viens de la Finlande, qui est un pays très nordique et très connu pour notre système d'éducation et vraiment l'efficacité du système. Et je pense que c'est à cause de ça que cette chose, la performance des humains dans les organisations, la performance des organisations est quelque chose qui vraiment dirige tout le système éducatif en Finlande. Alors, il y a des choses clés, je trouve, qui sont vraiment dans le sein de la performance. Et la chose la plus importante, c'est du sens comprendre, essayer de comprendre, essayer d'anticiper l'avenir. Alors déjà maintenant, nous avons beaucoup d'études qui ont été faites globalement sur les changements qui prennent place dans le monde du travail. Alors, il y a l'OECD qui a publié des rapports depuis plusieurs années sur les compétences de l'avenir, les compétences du futur. Déjà, il y a une dizaine d'années, on a eu des études qui ont marqué le changement du type de humains dont nous avons besoin dans les organisations. Disons que en avance, on voulait des gens avec un profil I qui étaient vraiment des experts sur une chose, mais de nos jours, on a vraiment besoin des choses qui ont beaucoup de différents types de compétences et sont spécialistes sur plusieurs choses. Alors, ce n'est pas suffisant de connaître son travail, on a besoin de vraiment le savoir-faire de beaucoup de choses. Alors, je pense que le changement qu'on a vu dans le monde depuis plusieurs années, et bien sûr en Finlande aussi, c'est cette transition des gens, des employés avec une variété de compétences, ce qui veut dire des spécialistes sur leur domaine, mais aussi l'utilisation d'éthique et surtout les compétences douces. Alors, ce que ça a voulu dire en Finlande, ça veut dire qu'on a fait des études depuis plusieurs années, en essayant d'anticiper les compétences d'avenir. Maintenant, on regarde dans l'année 2035.
en comprenant que les enfants même qui entrent dans les systèmes éducatifs, ils vont être embauchés jusqu'aux années 2080. Alors, ça fait plus de 60 ans et on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, comment préparer les gens pour être performantes jusqu'à leur retraite? C'est vraiment la grande question. Alors, c'est à cause de ça que les choses les plus importantes qu'on travaille en Finlande, c'est vraiment les compétences transversales, les compétences douces des gens, même les petits enfants qui sont dans l'école primaire, secondaire, on travaille beaucoup sur les compétences transversales ou on peut dire les compétences douces. La capacité de résoudre des problèmes, la capacité de travailler avec les autres, la capacité de chercher d'informations, la capacité de comprendre d'informations qui viennent de différentes sources, pas seulement l'enseignant, mais aussi l'Internet, les médias sociaux, tout ça. Et c'est avec ça et aussi l'intégration des informatiques, des outils digitaux dans la vie quotidienne des gens qui habitent ici. Les services numériques nationaux font une très grande partie de cet avancement vers cet avenir qui est très pas connu globalement. Et bon, on a eu ça. Je pense que ce qu'on a fait très bien en Finlande, c'est qu'on a vraiment préparé les compétences des gens, les attitudes, le savoir-faire de tous les gens, même les enfants et les adultes, pour pouvoir vivre dans cette, disons, le monde où on est, parce qu'on a toujours la résistance contre les nouvelles choses, contre les outils numériques. Ça se comprend parce que le développement technologique à ce moment est très rapide, beaucoup plus rapide que notre capacité de nous adapter à ces changements. Et via cette pandémie, on a pu s'adapter très vite dans le travail à distance, dans l'éducation à distance. On a eu les compétences pour utiliser nos outils, pour se connecter en ligne et tout ça. Et c'est à cause de ça qu'on a vraiment pu s'adapter et faire cette transformation très rapide du monde qu'on imaginait, qui est devenu réel dans une matière de quelques jours, en fait. Et ça continue. Alors, ce qu'on va continuer, ce qu'on voit ici, on voit qu'on n'a vraiment pas plus besoin d'avoir des bureaux où tout le monde va avoir des rendez-vous, faire des points toujours à présentiel. On peut les faire comme nous sommes ici sur Internet. On peut sauvegarder du temps du parcours jusqu'à dans l'efficacité du travail parce que les outils fonctionnent très bien. Mais de l'autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est que comme on est des humains, on a vraiment besoin d'avoir des contacts sociaux, d'avoir des amis qu'on voit, inviter des gens dès que possible et connecter avec les gens. C'est ça. Merci beaucoup, Satou, je vous remercie pour ce propos introductif. Donc, alors, moi, j'ai bien retenu la première chose de ce propos, c'est la connexion entre l'éducation et la performance. C'est bien un sujet qui est typiquement finlandais, que la Finlande a bien relevé le pari de son take-off économique après 103 années d'indépendance, depuis qu'elle est indépendante depuis 103 ans, mais après plusieurs années j'ai envie de dire, de contrôle, de domination économique par ses voisins. C'est un pays qui a bien compris qu'il fallait investir dans l'humain pour pouvoir développer l'économie. Il fallait investir dans l'innovation, il fallait investir dans une structure étatique solide et une politique gouvernementale solide d'éducation à tous les niveaux avec une décentralisation et puis beaucoup d'investissements dans la formation des formateurs, évidemment. Donc ça, c'est vraiment des clés de réussite. Et l'étude de l'OCDE permet évidemment de voir ce que sont les compétences à l'horizon 2035. On retrouve des compétences liées à la relation client. On a regardé ensemble cette étude. Donc, des compétences qui sont liées à la problématique d'éthique, mais également à la diversité des langages qu'on peut utiliser, tant que ce soit du langage verbal ou du langage même numérique. Et en même temps, évidemment, le sujet de la compétence communicationnelle qui est ô combien importante. En tout cas, nous, nos offres de prestations à nos clients, elles sont toujours basées sur les analyses de ce genre d'études qui sont tout à fait à l'écoute des enjeux des organisations avec une vue universelle des choses. Merci beaucoup, Satou. Je vais donner la parole maintenant à cher Rémi. Merci d'être avec nous, cher Rémi. Vous êtes en Suisse et vous allez nous parler, vous, en tant qu'expert des ressources humaines, du parcours du collaborateur, quelque part, j'ai envie de dire de cette manière,
de sa phase de recrutement, en quelques mots évidemment, jusqu'à la problématique de son intégration réussie dans une organisation, avec vraiment la grande question de fond, par quoi est-ce qu'il faut commencer, hein? C'est bien l'introduction de votre propre introductif pour faire un état des lieux. Vous avez 5 minutes. Merci, cher Rémi, d'être parmi nous. Merci, vous m'entendez? Tout à fait. Voilà, c'est très bien. Alors d'abord, je voulais remercier Driss et Educateam pour m'avoir invité à cet événement et de pouvoir parler en quelques minutes de ma passion pour la gestion du capital humain. Et effectivement, quand je suis l'émission donc depuis le début, et j'avais préparé un discours, maintenant je suis en train de le changer parce que j'ai entendu des choses tellement extraordinaires de la part de Dominique, de Ouminia. On parle de compétences, on parle de capital humain, on parle de valeurs, de courage. Et ce qui m'est venu comme ça à sauter à l'esprit, c'est qu'effectivement, on est tous alignés, on est tous d'accord. Alors, la problématique, moi, je vais plutôt que faire de la théorie, je vais vous raconter des histoires. Je vais faire du storytelling parce que à la fin, tout le monde est d'accord que le facteur humain est au cœur de la performance. Mais malheureusement, mon expérience, j'ai donné des formations managériales dans plus de 50 pays. J'ai formé des centaines, voire peut-être des milliers de managers. Et j'arrive toujours à la même conclusion, c'est un peu comme l'éducation des enfants. On sait exactement ce qu'il faudrait faire, mais on ne le fait pas. Et le problème, c'est que ce Covid, il a accentué un certain nombre de tendances qui vont nous retomber sur la tête si on ne fait pas quelque chose et si les patrons d'entreprise, parce qu'à la fin, ce n'est pas toujours les RH, mais c'est aussi toute la direction de l'entreprise, la gouvernance qui doit commencer à bouger. Je vais vous donner quelques exemples, quelques histoires quand même intéressantes. D'abord, effectivement, avec le Covid, les gens sont de moins en moins au travail, puisqu'on fait du télétravail, etc. Mais juste avant le Covid, des statistiques, et là je parle du Nord, bien que j'ai aussi travaillé en Algérie, au Maroc, donc un peu partout dans le monde, donc mes propos, ils sont plutôt planétaires. Mais pour prendre l'environnement qui me touche, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a un tiers des employés aujourd'hui qui sont peu ou pas motivés dans leur poste. Un tiers. Donc, si on dit que le facteur humain il est au centre de la performance, puis on a un tiers des gens qui ne sont pas motivés ou démotivés, moi, j'ai un gros souci. Deuxième statistique ici avant le Covid, alors vous pouvez imaginer que s'il y en a 29% qui sont démotivés avant le Covid, vous pouvez imaginer ce qui se passe aujourd'hui quand les gens sont perdus à la maison avec 2 gamins qui crient pendant qu'on doit essayer de faire du télétravail. Ça ne va pas beaucoup s'améliorer. Donc, on parlera après des mesures. Il y a aussi un tiers des employés qui sont exposés au risque d'épuisement au travail. De nouveau, un tiers. Et on nous parle toujours du facteur humain au cœur de la performance. Troisième élément, on parle de la compétence. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la prédictabilité de succès dans un recrutement ne dépasse pas 50%. Donc, toutes les études montrent qu'un recrutement, c'est pile ou face. De nouveau, le facteur humain au cœur de la performance. Non, il va falloir changer tout ça. Et pour changer tout ça, ce n'est pas avec des grandes théories. C'est parce qu'il va falloir commencer à faire ce qu'on n'a pas assez fait, et ce qu'on ne fait pas assez d'ailleurs, et c'est pour ça qu'Educateam a un rôle clé, c'est former les managers. Je pose toujours 2 questions quand je commence mes formations. Et là, je parle de nouveau planétaire. Combien d'heures de formation au management vous avez eu avant d'entrer dans votre fonction de manager? Je peux vous dire que j'aligne les zéros. J'aligne les zéros. Ça veut dire qu'on est toujours dans une pratique où je te mets dans la position de manager. Si tu sais nager, c'est très bien. Si tu coules, c'est pas très important. Et d'ailleurs, tu auras une formation dans 1 année. Et les dégâts collatéraux entre 0 et 1 année, personne ne les mesure. La deuxième question que je pose, c'est sortez vos agendas et montrez-moi à quel moment vous allez donner un retour ou un feedback de cette formation au management à votre manager. Les agendas sont vides. La culture du feedback, le retour sur l'investissement des formations,
c'est encore extrêmement bas. Donc, effectivement, oui, le facteur humain au cœur de la performance, mais il va falloir passer à la pratique et sortir des grandes théories. Et pour cela, il va falloir mettre en place des process qui sont liés sur le cycle de vie complet de l'employé. Dries, tu l'as mentionné, ça va d'abord améliorer les techniques de recrutement, aller beaucoup plus avec les tendances nouvelles, avec des assessment centers, arrêter de promouvoir le bon ingénieur, chef d'équipe. On sait que ça ne marche pas, mais on continue à le faire. Donc, effectivement, il va falloir changer ces pratiques de sélection des managers. Il va falloir changer les pratiques de gestion de la compétence. Il y a un très grand consultant américain qui s'appelle Jos Bersin qui dit qu'il va falloir valoriser l'expérience des employés. Et pour valoriser l'expérience des employés, il faudrait déjà faire l'inventaire des compétences qu'ils ont et qu'ils puissent mettre à jour en temps réel, après chaque expérience professionnelle, de nouvelles compétences. Ce qui ne se fait pas. Il n'y a aucune organisation aujourd'hui qui est capable de faire comme dans la logistique. Si vous êtes dans la logistique, puisqu'on parle des vaccins, aujourd'hui, on sait que les vaccins qu'on a en stock, ceux qui seront livrés et puis ceux qui ont dépassé la date. Dans le capital humain, il n'y a absolument aucune organisation qui a un inventaire complet des compétences de son organisation. Ça n'existe pas. Et heureusement que ça peut se faire. Il y a des solutions, j'en connais une, mais on peut aujourd'hui commencer à faire l'inventaire des compétences et on peut responsabiliser l'employé pour la mise à jour de ses propres compétences en temps réel. Et ça, c'est très novateur, cette valorisation de l'expérience. Ensuite, effectivement, tout ce qui touche à la sélection des managers, la formation des managers. On a parlé aujourd'hui de plein de choses, du courage. Évidemment qu'il y a très longtemps, j'ai eu la chance de faire un séminaire avec un éminent écrivain français qui s'appelait Servan Schreiber, qui a écrit en 1980 et quelques un bouquin qui s'appelle « Le retour du courage ». Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est le retour du courage. Et souvent, les ressources humaines, je suis désolé, je viens des ressources humaines, j'ai été directeur des ressources humaines d'une grande multinationale américaine, mais souvent, les ressources humaines n'ont pas un impact stratégique. Si on veut que ça change, il faut que les RH soient aussi au niveau stratégique. J'entends. Pas rapportant à la finance ou à la logistique. C'est une introduction absolument édifiante, mais en même temps troublante, parce que, évidemment, on a emmené le paysage du contexte du changement et de l'enjeu du facteur humain au cœur de ce changement, comme acteur, comme producteur de changement. Et c'est très bien de s'ancrer dans les propos de la matinée qui sont évidemment le début de notre long chemin pendant ces 3 jours pour arriver à des analyses. Demain, on rentrera dans le secteur de la banque et de la finance, après-demain dans l'assurance. Mais c'est très, très bien de faire cette approche parce que concrètement, ce que ça sous-entend, c'est que on peut faire tous les constats qu'on veut, mais si on ne va pas directement aller regarder sur le terrain la réalité au quotidien par les études, et encore même pas par les études, par la situation dans laquelle se trouvent les collaborateurs, il est évident que les meilleures théories de transformation ne restent que cela. Oui, parce que la gestion du changement, la gestion du changement passe aussi par des changements de paradigme. C'est clair, donc un changement de paradigme important. Alors moi, ce que j'ai bien noté dans ce propos, cher Rémi, c'est évidemment que le manager est au cœur de la problématique, puisqu'il faut bien qu'il y ait un manager pour accompagner les transformations des collaborateurs et leur amélioration, puis leur meilleure performance. J'ai bien noté qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui sont démotivés. Statistiquement parlant, on parlerait d'un tiers. Alors moi, j'avais entendu d'autres statistiques qui parlaient de collaborateurs désengagés, totalement désengagés ou partiellement désengagés ou démotivés. Ça revient au même de toute façon. Mais en tout cas, qui ne voient plus d'intérêt dans leur action au sein de leur entreprise. Et parfois, peut-être les plus risqués de ces collaborateurs pour le devenir du collectif, ce sont ceux qui font semblant d'être là, d'être acteurs du changement et d'être acteurs de la transition, mais vont à courant inverse, on va dire. Alors, j'ai bien entendu parler du sujet de la sélection qui est importante, de la formation des managers qui font un retour d'expérience à leur hiérarchie sur leur formation de management. Je suis heureux aussi d'entendre ça parce que je sais que ça nous conforte dans notre choix du modèle finlandais parce que nous, dans nos formations, c'est ce qu'on fait maintenant.
on demande à ce qu'il y ait systématiquement un retour d'expérience de la part du N+1 en mettant en situation, et on va arriver à l'autre sujet qui est celui des compétences, en situation le collaborateur par rapport aux compétences visées par le processus d'apprentissage, de formation, accompagnement, et en demandant de démontrer dans des situations bien réelles comment il applique la compétence visée. Donc, j'ai aussi entendu ce sujet de valoriser la compétence par des bilans de compétences. Il y a si peu d'entreprises qui ont l'outil, la capacité, le savoir. On en a parlé ensemble, il y a des choses qu'on peut construire ensemble pour répondre aux enjeux des opérateurs. Et il y a des expertises dans ce sens et je sais que vous-même, vous êtes au cœur de ces sujets. Merci pour cette introduction. Je vais maintenant demander à Myriam Mazini de nous parler de son état des lieux, de comment elle voit les choses, avec un focus particulier sur l'image du dirigeant, sur l'image du collaborateur, sur la manière dont il se projette à l'extérieur de son entreprise ou en son sein, évidemment, de manière à valoriser son capital d'image au-delà de son capital de compétences, parce que je pense que les deux sont bien connectés. On peut être quelqu'un de très compétent, mais si on donne une mauvaise impression de soi-même en entretien, on est bien conscient que les fameux soft skills dont on a parlé ne sont pas que des mots dans une théorie, mais que ce sont bien des choses bien réelles. Hein. On a bien vu combien de personnes se trompent complètement de posture le jour d'un entretien ou d'une rencontre avec un client. Donc, cette histoire d'image, Myriam, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel est votre état des lieux par rapport à ce qui se passe depuis cette transition que vit l'humanité aujourd'hui? On est beaucoup plus en ligne, on est tous sur LinkedIn en permanence à suivre les événements, à suivre les rencontres, à essayer de nous mettre en avant, de nous valoriser. C'est un collectif, c'est une action bien collective. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Myriam? Et bienvenue à vous. Tout d'abord, je vous remercie. Donc, j'ai écouté tous mes chers panélistes et je viens en complémentarité. Donc, je donne une réflexion assez complémentaire à tout ce sujet et tous ces sujets qui ont été dits. Donc, voilà, donc déjà, je commencerai par une citation que j'aime beaucoup, donc celle de Jean Monnet. « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. » Aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus revivre le monde d'avant. On est bien conscient qu'on vit dans un autre monde et on doit se préparer à ce nouveau monde. Face à ce défi, donc cette crise, les entreprises, les décideurs sont amenés à repenser un nouveau modèle, effectivement. Donc, le modèle stratégique classique qu'on connaît, il est nécessaire aujourd'hui de recadrer les priorités. Comme a dit mon très cher Rémi, effectivement, il faut revoir les choses différemment. Donc, et face à cette crise, les entreprises sont amenées à revoir les facteurs qui sont essentiels, les facteurs organisationnels et humains. Donc, dans l'humain, on trouve aussi comment développer donc la composante humaine au sein de l'entreprise. Ce que je peux dire, c'est que le Covid a mis au défi donc la culture managériale classique, comme on dit, et aujourd'hui donc on a été amené à être sur le numérique, à travailler avec des accessoires, donc le matériel qui a été mis en place, le capital, on va dire, toutes les entreprises ont investi en capital immatériel et matériel. Et donc, on a dû aujourd'hui faire une composante différente, c'est-à-dire que le management a dû faire confiance et investir sur le capital humain. Comment on a fait? Donc, comme on le sait, donc, j'en perds un peu les mots. Le management ou les collaborateurs deviennent acteurs du changement. Voilà, la réintroduction des gens en création de valeur, renforcer les outils managériaux, tenir informés. Donc, les réunions en face-to-face n'ont plus eu lieu et nous avons mis en place donc des outils qu'on a utilisés comme le Zoom, le Google Meet ou autres. Mais là, le travail du manager, c'est de vouloir valoriser et capitaliser toute sa richesse dans les collaborateurs qui est le capital humain. Donc aujourd'hui, on doit vraiment changer ce changement et bâtir un nouveau mode collaboratif et introduire donc le capital humain dans le développement et la transformation qui est moteur essentiel pour cette transition. Donc moi, qu'est-ce que je voulais dire aussi, cher Driss, effectivement, de nos jours, on doit investir sur les plateformes comme LinkedIn ou autres plateformes, bien entendu, mais je parle aussi de LinkedIn puisque c'est une plateforme où je travaille énormément dessus. Les managers devraient être formés sur cette plateforme pour pouvoir créer des liens avec d'autres entreprises, pouvoir chercher
business sur cette entreprise, donc sur cette plateforme. Donc, valoriser aussi l'humain et lui donner cette confiance et pouvoir relier donc les liens, on va dire, via donc Donc, renforcer les liens avec son écosystème, en fait, c'est ce que voilà, j'entends. c'est l'écosystème, effectivement, c'est ce que j'en perds un peu les mots. Donc, aujourd'hui, il faut oser changer. Il faut que les entreprises et les managers puissent changer leur façon de faire. Je vous pose une question bien pratique avant de passer à la deuxième partie de faire les regards croisés. Vous êtes dans le conseil, l'accompagnement en images de dirigeants sur LinkedIn. Si je vous disais en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qui est conseillé de faire quand on communique sur LinkedIn en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que manager d'entreprise? On ne parle pas que des dirigeants, on parle des managers. Donc, si vous pouvez nous dire de par votre expérience, votre vécu et les gens que vous conseillez de vous accompagner, c'est quoi les 3 choses ou les 5 choses à éviter totalement et les choses plutôt à essayer de faire d'une manière régulière? D'une manière déjà primordiale, c'est d'avoir un bon profil LinkedIn. C'est-à-dire de travailler sur son image qu'on a sur le web, déjà avoir un profil optimal et après savoir, puisque donc sur les réseaux sociaux, on ne parle pas comme si on parlerait avec une personne en face-to-face. Donc, avoir déjà une stratégie, comment on veut véhiculer un message. Donc, déjà, en tant que dirigeant, je pourrais dire, c'est déjà avoir une page d'entreprise qui est valorisante, qui parle d'elle-même, et puis valoriser ses collaborateurs. Hein. Donc, quand on dit valoriser ses collaborateurs, que ce soit les RH qui donnent des bravos au niveau donc de la plateforme LinkedIn. Excellent. Ça, on ne le voit pas souvent, hein. On ne le voit pas très souvent. On ne le voit pas souvent et c'est malheureux puisque c'est en valorisant nos collaborateurs qui deviennent nos meilleurs ambassadeurs. Bravo. Ah, donc, des collaborateurs ambassadeurs, parfait. Merci beaucoup pour ce propos introductif. Donc, on repositionne bien ce manager digital, on va dire, hein, qui est aujourd'hui aussi un acteur d'un écosystème numérique dans lequel il représente sa propre image, mais celle de son entreprise. On parle des pages LinkedIn d'entreprise, on parle d'une professionnalisation, on parle évidemment en amont de ça d'un manager qui aujourd'hui doit fonctionner d'une manière très différente de ce qu'il le faisait au préalable. On va maintenant peut-être demander des réactions. Alors, je vais proposer à Satou de nous dire, Satou Järvinen, de nous dire comment est-ce que vous percevez ce qui a été dit par les autres panélistes. Qu'est-ce qu'il y a comme réaction, notamment de ce qu'a dit Rémi sur les sujets d'inventaire de compétences? C'est quelque chose qui est très pratiqué en Finlande. Qu'est-ce qu'on peut entendre de votre part par rapport à ça? Et pendant ce temps, je vais envoyer à l'auditoire la possibilité de poser des questions. Comme ça, on voit si on a des questions qu'on peut intégrer dans la discussion. À vous, Satou, merci. Et pour l'auditoire, avant de vous donner la parole, excusez-moi. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, qui ne connaissent pas l'outil, je vous demande d'y aller. Ça va vous donner de la matière et en même temps, ça vous permet de poser vos questions aux experts. Vous êtes aussi en mesure d'interagir. Donc, vous faites www.menti.com et vous saisissez le mot de passe qui apparaît donc en haut à droite de l'écran. Et c'est totalement anonyme, hein. Il n'y a pas de traçabilité à votre adresse IP ou votre nom. Et vous allez pouvoir répondre. Donc, je vais vous donner l'accès il y a une première question. Je vais vous donner accès à la deuxième question qui est une question c'est quelles sont vos questions à vous? La première, c'est quelles sont vos attentes. Donc, si vous remplissez entre-temps, il n'y a pas de problème. On va tout traiter, tout ce qu'on ressent, on l'accueille et puis on s'en sert pour animer et enrichir le débat. Alors, regardez ce que vous avez à l'écran, si vous êtes connecté. Faites-le une fois, vous allez voir que c'est assez fun à faire. Après, quand vous l'avez fait, vous vous habituez à la démarche. Et ça permet d'avoir réellement de la matière et vous rentrez en relation avec où que vous soyez dans le monde. Hein. Ça permet d'entrer en relation avec les intervenants. Alors, moi, de mon côté, je vois les résultats. Je vous mets la question à l'écran. Donc, comme ça, vous êtes déjà sur la partie qu'est-ce que vous avez comme question précise à quel intervenant elle s'adresse. Donc, OK, Satou, à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vos réactions par rapport à ce qui a été dit? Merci, Driss. Et merci à mes collègues pour les excellents commentaires. Je pense que ce qu'on voit, c'est que les changements dans le monde ne sont pas la réalité dans beaucoup d'organisations. On vient
d'un temps où on se formait comme ingénieur, on commençait à travailler comme ingénieur et on travaillait comme ingénieur jusqu'à la retraite. Mais maintenant, on vit dans un monde très perturbé. Nos études nous donnent quelques compétences pour commencer un travail, mais pas toutes les compétences nécessaires pour l'avenir. Et aussi, bon, le monde change, on a besoin de se reformer, avoir de petites compétences, juste comme comment utiliser LinkedIn, comment utiliser Zoom. On a des besoins pour le savoir-faire qui viennent très rapidement et on a besoin de se former très rapidement et même tous les employés ont besoin de constamment se reformer et avoir de nouvelles compétences. Alors, je vois que c'est vraiment une difficulté dans beaucoup d'organisations. Mais quelque chose qu'on voit déjà, c'est peut-être un soulage, mais même les plus grandes organisations commencent à comprendre qu'ils ont besoin de comprendre pas seulement les compétences vraiment clés techniques des employés dont ils ont besoin dans le travail, mais vraiment faire de ces cartographies beaucoup plus vastes, des compétences formelles, non formelles et informelles, d'avoir une compréhension vaste de toutes les compétences qui existent dans les organisations et dans les employés. Il n'y a pas beaucoup de solutions dans ce domaine. Beaucoup de solutions sont vraiment focusées sur les compétences techniques et il y a des mécanismes de petit à petit, on commence à voir que les organisations comprennent que de vraiment comprendre la totalité des compétences, si quelqu'un sait comment jouer de la guitare, ça peut devenir utile. C'est une partie artistique qui peut devenir utile pour un codeur. Mais je vois que ça arrive et ces compréhensions, ça augmente, mais on a toujours besoin des outils pratiques pour donner aux managers, pour dire voilà comment le faire. Et quelque chose que je trouve qui est très important, qui se fait assez beaucoup ici en Finlande, mais pas toujours, c'est vraiment la formation des managers parce que c'est un travail. Si on est top ingénieur, on n'est pas top manager. Et c'est aussi quelque chose qui a changé. Et ici, on a une formation spéciale pour se former pour être manager. Parce que c'est vraiment une profession, on peut vraiment aller dans cette direction et pas continuer la partie technique, disons. On peut avancer dans la carrière dans plusieurs façons, dont une, c'est le management, mais c'est pas pour tout le monde. Et c'est très important de vraiment focaliser ça parce que c'est un travail très, très, très important. Il faut être formé, et on a encore besoin d'autres types de capacités, de compétences pour pouvoir faire un bon travail là-dessus. Mais ça, en bref, c'était mes idées, des excellentes interventions par des excellentes experts. Absolument. Donc là, on a connecté le nord au nord. On sait que la Suisse, comme la Finlande et le reste du monde, alors Rémi a bien précisé qu'il a vu 50 pays. Enfin, il a côtoyé des ressources humaines dans 50 pays. Vous-même, Satou, vous avez beaucoup voyagé en Afrique, en Europe, en France. Enfin, votre excellent français en est la preuve. Et j'entends bien qu'il y a des croisements de regards. Donc, on parle bien de compétences qui sont des compétences totalement opérationnelles. Ça sert à rien de former des gens d'une manière livresque et théorique pour qu'à la sortie, lorsqu'ils se retrouvent en situation de travail, ils ne soient pas en mesure de valoriser cet acquis de compétences qui est un vrai bagage, une vraie richesse. On peut vraiment croiser les regards à ce niveau-là, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être aussi, j'ai une question que je vais vous poser donc, de la part de l'auditoire. Alors, excusez-moi, le temps de la récupérer, qui s'adresse à Rémi. Une réaction. Alors, en quoi devons-nous former des potentiels managers? Donc, en quoi, j'entends bien que ça peut s'adresser aussi à Satou. À votre avis, quels sont les modules essentiels ou les thèmes à ne pas rater dans le parcours de formation d'un futur manager? C'est une question pour vous deux. Je vous en prie, après on passera à la dernière partie de notre panel. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Satou parce qu'elle a tout dit. Disons que le problème, c'est que quand on définit un rôle et que le rôle, c'est le management, ben effectivement, c'est un métier. Moi, ça fait 30 ans que je dis manager est un métier et un métier, ça s'apprend. Et quand je fais une corrélation, quand je pose aussi une autre question dans mes formations très intéressantes liées à ça, je dis, combien d'années avez-vous étudié pour devenir ingénieur? Alors, on me dit 5, 6, 7 ans, bac plus, etc.
Et puis, je dis combien d'années ou combien d'heures avez étudié pour devenir manager. Et de nouveau, on tombe sur près de 0. Ça veut dire qu'on a une formation inversement proportionnelle à la difficulté. Parce que plus on monte dans la hiérarchie, moins les compétences techniques ont de l'importance et plus les compétences managériales prennent de la place. Et ce fameux triangle où les compétences managériales augmentent, eh bien, ça touche tout ce qu'on a discuté. C'est la capacité à communiquer, c'est la capacité à déléguer, c'est la capacité à écouter, c'est tout ce qu'on a entendu aujourd'hui en valeur de moi, ce que j'appelle du savoir-être, peut être développé à l'intérieur de la formation. Néanmoins, il faut se dire, et Satou l'a aussi très bien dit, il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire du management. Et quand nous sélectionnons dans cette grande multinationale de managers, ils passaient 3 jours dans un centre, d'un assessment center, et à la fin de cet assessment, on les dirigeait dans des familles de métiers. C'est-à-dire que la plupart des organisations, c'est pyramide. On veut progresser, il faut aller vers le management. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. Tandis que dans cette grande multinationale, on avait les ingénieurs, ils pouvaient rester dans la case ingénieur. Il y avait les project managers, il y avait les consultants, il y avait les people managers. Et à la fin de la sélection, on mettait les gens dans les bonnes cases. Et comme ça, vous grandissez dans la carrière qui correspond à la corrélation entre votre savoir-être et votre savoir-faire et aussi par rapport à vos préférences. Parce qu'il y a beaucoup de managers qui vont vers le management parce qu'il n'y a pas d'autre solution de grandir dans la société. Donc là, on a aussi une grosse problématique. Il y a très, très peu de sociétés qui travaillent ce que j'appelle, moi, en organisation verticale de métier. Hein, on est ingénieur et on devient manager. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, pour répondre à la question, tout est important. Pour autant qu'on ait les bases qui permettent de devenir un manager. Et les bases, c'est certains savoir-faire qu'on a ou qu'on n'a pas. Je fais toujours aussi une analogie avec le sport. Si vous ne sautez pas naturellement 1m70, vous ne serez jamais champion du monde de saut en hauteur. Alors, vous saurez sauter, mais vous ne serez jamais champion du monde. Donc, les meilleurs managers, c'est ceux qui ont quand même quelques aptitudes de base. Alors, je ne suis pas psy, alors je ne vais pas aller chercher je ne vais pas faire de la psychologie à 2 francs, mais il y a quand même certaines choses que des personnes ont qui vont faire qu'ils ont bien plus de chances d'être des bons managers que d'autres. Et les autres, ils ont aussi une place, parce que ça peut être des très bons spécialistes, ça peut être des très bons consultants. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Le problème, c'est effectivement, si on veut développer la partie management, eh bien, il faut couvrir toute la partie management. Mais ça a été dit aussi ce matin, je crois, c'est aussi par Philippe, il y a toute cette partie de leadership. La différence entre un manager, un leader, tout ça aussi, ça se travaille. Exact. Donc, n'est pas manager qui veut, j'entends bien ça. Non, on n'est pas des managers non plus. Oui. Et puis, l'expérience de la vie va faire qu'on va, de nouveau, si on est bien coaché, si on est bien entouré, on va pouvoir s'ajuster. Et je vous donne une dernière anecdote pour terminer. Un jour, j'ai coaché un vice-président d'une grande multinationale parce qu'on m'a dit qu'il avait quelques difficultés. Et après avoir fait un assessment assez pointu avec lui, au vu des résultats, je lui ai posé une simple question. Je lui ai dit, est-ce que vous aimez les gens? Et il m'a dit non. Et il a compris qu'il n'avait rien à faire, bien qu'il soit vice-président, dans une position où il avait la responsabilité de personne. Donc, de nouveau, un vice-président qui accepte de changer de job parce qu'il reconnaît que pour finir, il n'aime pas les gens. Mais pas aimer les gens, ça ne veut pas dire pas être humain, mais pour être manager, il faut aimer les gens. Il faut être bienveillant, on est d'accord qu'il faut être bienveillant, l'empathie. Exact. Voilà. Hein. Donc, j'entends tout ça. Merci, cher Rémi. J'aime beaucoup l'analogie sportive. Parce que si on parle d'une entreprise, c'est bien une équipe. Hein, si on compare ça à une équipe de foot, la différence, j'ai entendu dire un jour par un expert qui coachait des équipes de foot, que la différence entre une équipe de foot qui gagne la Coupe du Monde et une qui ne la gagne pas, c'est bien sur un match que ça se joue à chaque fois. Celle qui veut gagner la Coupe du Monde, lorsqu'elle rentre sur le terrain, elle y rentre pour gagner la Coupe du Monde. L'autre, elle y rentre pour gagner le match.
Et c'est très important. Et puis quand on parle de sport, il y a de très belles montagnes en Suisse. Moi, c'est un milieu qui m'a toujours passionné. Et ayant appris de grands maîtres en matière d'alpinisme, j'ai découvert que, comme dans beaucoup de choses dans la vie, comme dans le management notamment, il est important d'avoir une vision et de se projeter dans l'acte réalisé qu'on veut atteindre, en fait. C'est très important d'avoir fait ce cheminement de l'objectif vers lequel on se dirige. Je pense que le manager aussi, dont vous parlez tous les deux si bien, tous les trois, pardon, c'est aussi un manager inspirant. C'est un manager qui est là pour pas simplement être leader de par les compétences qu'il a, mais également pour montrer la lumière aux autres et stimuler l'innovation, stimuler la capacité de se transformer, de se dépasser. Et c'est aussi ça dont on parle. Est-ce que Satou, vous voulez réagir? Il nous reste encore quelques instants. Donc là, on va peut-être aller rapidement, en même pas 2 minutes chacun, sur les perspectives pour un avenir proche. Donc, je vais commencer par Myriam. Rapidement, en moins de 2 minutes, si c'est possible, quelles sont les perspectives pour un avenir proche dans l'environnement des organisations, au cœur des organisations et chez l'humain en particulier? Qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau dans les mois à venir, on va dire? Ben, en 2021, c'est l'innovation qui sera au service de la croissance de l'entreprise, mais sera amenée à prendre en considération le facteur humain. Et dans le facteur humain, c'est le respect de l'environnement, le management de l'être humain et l'éco-responsabilité. Voilà. C'est très positif que de le mettre de cette manière, donc un manager responsable dans un écosystème plus large. Voilà. Et la dimension de l'environnement est très importante. Je pense qu'on est tous conscients qu'on a vu la nature reprendre le dessus sur certaines parties des villes, même pendant les périodes où on ne sort pas de chez nous et on ne circule pas. J'espère en tout cas, c'est un vœu pieux que j'aimais, je suis sûr qu'il est partagé par l'ensemble des panélistes, que lorsque les choses reviendront à la normale, que l'humanité reprendra le contrôle de ses mouvements, de sa mouvance, qu'on ne retombera pas dans les biais qu'on a connus pendant des décennies entières de ce méga-capitalisme, malheureusement, dont nous sommes tous des acteurs, mais que quelque part, justement, ce modèle économique d'entreprise responsable, de nouvelle économie sociale, se généralise de plus en plus, mais surtout qu'au passage, on n'oublie pas notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Il y a tellement de sujets à aborder là-dessus et c'est très important qu'on en ait conscience. Sato, pour le mot de la Finlande est un pays qui a décidé, j'aime bien donner l'exemple de ce beau pays que j'adore, pour y va passer beaucoup de temps également pendant des périodes vraiment passagères à chaque fois, mais où j'ai été imprégné par un sujet important qui était le respect de l'environnement. On ne peut pas être insensible au fait que la Finlande a décidé que si l'Europe s'est positionnée à 2050 sur un traité de zéro émission carbone, la Finlande est revenue en disant, avec la nouvelle ministre notamment, qui est une jeune dame, et on dit bien, et qui est entourée de jeunes dames également, ce qui dénote d'une certaine maturité politique dans le pays. Et bien la Finlande a dit 2050, pourquoi attendre 2050? Nous, on vise 2030. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de perspective, en revenant un peu à l'environnement général des organisations pour les années, les mois à venir en général en Europe? Merci. Ou en Afrique si vous voulez, parce que vous connaissez bien l'Afrique également. Merci. Bon, je pense qu'on a… Bon, j'espère, mais je pense aussi qu'on va pas… on va pas tomber sur ce qui était avant, mais on a vraiment… le monde va changer. On a vraiment pu voir maintenant que en vue du développement durable, ce qui est très important pour tout le monde sur le globe, et comme les buts du développement durable, on n'a pas tellement besoin de voyager, de bouger pour voir des gens. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. Je pense que dans le niveau des organisations, il y a beaucoup, peut-être pas assez encore, mais déjà beaucoup de management qui voient qu'ils peuvent avoir foi aux employés qu'ils vont travailler même si tout le monde n'est pas au bureau en même temps, et que ça ouvre de nouvelles possibilités d'arranger nos vies, nos travail, la vie professionnelle, la vie privée d'une nouvelle façon de mieux gérer le temps et aussi prendre soin de nous-mêmes d'une façon plus efficace. Alors, efficacité professionnelle, mais aussi efficacité privée pour mieux se sentir et pour être mieux dans ce monde. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment possible. Et voilà. Et l'environnement, la nature qui nous donne tellement, c'est une grande partie de vraiment une bonne efficacité, de bon être humain.
Parfait, Satou. Merci beaucoup pour ce regard sur la nature et la belle nature qui nous apporte tant et qui justement, nous permet aussi de vivre en harmonie avec nous-mêmes et les uns avec les autres. C'est très important. On va laisser maintenant pour le dernier propos en 4 minutes, puisque nous enchaînons tout de suite sur le panel suivant, exactement à 13h20 heure GMT et donc 15h20 GMT de plus 2 pour ceux qui nous écoutent de Paris ou d'autres villes sur ce créneau horaire. Pour cher Rémi, pour vous, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Qu'est-ce qui viendra par la suite, dans les mois à venir en tout cas? Alors, j'ai sorti ma boule de cristal. Excellent. Et puis, elle me dit des choses très intéressantes. D'abord, globalement, les gens sont ouverts à l'apprentissage. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je ne crois pas que j'ai fait une formation dans ma vie où j'ai vu beaucoup de gens résistants quand on approche la formation de nouveau avec bienveillance, pas forcément d'une façon professoriale, mais très pragmatique. C'est pour ça que l'approche finlandaise se rapproche de ce que j'ai vécu et ça me plaît beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'ouverture à l'apprentissage et de bienveillance. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ça vient, on connaît tous les normes ISO. Et vous savez peut-être pas, mais les normes ISO ont ouvert une nouvelle norme sur la résilience organisationnelle. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on commence non seulement à avoir des normes ISO sur les problèmes techniques, mais aussi sur le capital humain. Donc ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on va mesurer la résilience organisationnelle d'une entreprise? Et là, on va directement dans de nouveau ce qu'on a discuté, la gestion des compétences. Et de nouveau, ça vient un peu des anglo-saxons, mais cette idée qu'il faut valoriser l'expérience des gens. Et cette valorisation de l'expérience des gens, il va falloir la mettre à quelque part parce qu'autrement, on va la perdre. Et c'est là qu'interviennent des nouveaux logiciels où j'ai la chance de connaître un de ces logiciels qui permet de valoriser cette compétence en temps réel. Ce n'est pas quelque chose de statique. Et je finirai de nouveau sur un petit exemple. J'aime bien les exemples. C'est une société qui contrôle des lignes à haute tension et qui cherchait quelqu'un qui sache piloter un drone. Et quand ils ont fait l'inventaire des compétences, ils ont vu que le spécialiste dans la conduite des drones, c'était le comptable, qui dans ses loisirs, il faisait du pilotage de drones. Incroyable. Donc, ils ont découvert qu'à l'intérieur de l'organisation, ce n'était pas les ingénieurs et les techniciens qui savaient piloter un drone, mais le comptable. Et comment est-ce qu'on peut faire sortir ces compétences cachées d'une organisation? Eh bien, c'est de nouveau en les mesurant avec des systèmes qui existent. Sinon, on passe à côté, effectivement, de nombreuses compétences, y compris de gens très seniors comme moi, qui sommes seniors plus, mais on a encore effectivement un certain nombre de compétences qu'on peut partager. Et je finirai là-dessus. La compétence, c'est ni lié au genre, ni à l'âge, et ni à sa position géographique. Et ça, si on intègre tout ça, on va vraiment aller vers une société où on va vraiment favoriser le capital humain. Merci beaucoup pour cette très belle intervention de clôture qui est, en 2 mots, un manager pilote également. Je sais que, cher Rémi, vous êtes passionné de pilotage également en haute attitude. Un manager qui sait déceler les talents au cœur de l'entreprise, mais aussi qui sait prendre de l'attitude que lorsque c'est nécessaire et emmener les autres avec lui vers les sommets. Merci de votre participation à tous les trois pour un super panel. Je vous remercie infiniment également. Et à nos chers auditeurs de suivre attentivement et d'être mobilisés avec nous pour… on sent votre énergie derrière les écrans. On sait que vous êtes avec nous. On vous en remercie infiniment.